Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à la Elia Week. Merci d'être avec nous ce soir. On espère que vous avez passé une belle journée. On va être là pour ce live pour échanger sur la puissance de l'entraide entre mères autour de l'allaitement. Et pour ça, on va accueillir Claude Didier Jean Jouveau qui va arriver. Moi, je suis Alexandra et je travaille pour l'équipe Elia. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Elia, on est une marque de lingerie menstruelle. On fait des produits qui sont adaptés à chaque jour du cycle, qui peuvent convenir au flux léger comme au flux abondant, voire au flux hémorragique. Et on fait des produits qui sont adaptés à chaque étape de la vie, que ce soit la grossesse, que ce soit l'adolescence. On a des produits postpartum. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site elia-lingerie.com. Et on a fait cette Elia Week pour échanger sur des sujets autour de la santé féminine. Donc, on a des ateliers ce soir, on a 18h, 19h et 20h. Et on fait ça jusqu'à dimanche. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur Insta si ce n'est pas encore fait. Il y a toutes les informations sur le programme. Et il y en a peut-être certaines d'entre vous et certains d'entre vous qui ont reçu un petit mail pour avoir toute la programmation de cette Elia Week de cette année. Donc, bonjour tout le monde, bienvenue. On va recevoir donc Claude Didier Jean Jouveau. On va voir si elle est arrivée, Claude. N'hésitez pas, il y a un petit chat de discussion, à partager vos questions sur l'allaitement, si vous en avez déjà via le chat. Et puis après, on va échanger un peu avec Claude et voir en quoi elle peut nous aider, à la fois sur l'allaitement et comment on arrive à créer cette puissance d'entraide de mère à mère autour de l'allaitement. Si vous voulez mettre la caméra aussi, c'est possible. On sera ravis de voir vos têtes. J'envoie un petit message à Claude pour voir si elle arrive bien à se joindre à nous. Je vais vous présenter Claude et ça va la faire arriver. Donc Claude Didier Jean Jouveau, elle est animatrice au sein de la Lecce League France. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez déjà la Lecce League, parce que pour celles qui allaitent ou celles qui souhaitent allaiter, c'est une super plateforme où il y a de l'information qualitative autour de l'allaitement. Et donc elle a écrit aussi de nombreux ouvrages aux éditions Jouvence. Et le dernier en date, c'est l'allaitement de A à Z. Donc, elle va peut-être nous en parler un petit peu. Bonjour Claude. Bonjour, j'ai 3 minutes de retard, Non, excusez-moi. mais tout va bien. J'étais juste en train de te présenter. Oui, oui, j'ai Et on s'est entendu. dit que ça te ferait arriver. Voilà. Est-ce que ça va? Ça va, ça va. Bienvenue parmi nous à la Elia Week alors, Claude. OK, Est-ce est-ce bienvenue que à toutes. Vous je êtes peux me permettre de te tutoyer? bien sûr, pas de Super. problème. Donc, pour rappel, on fait cette petite Elia Week pour échanger sur des sujets autour de la santé féminine. Mmh. Et on a eu le plaisir de rencontrer en personne Claude Didier Jean Jouveau, qui est animatrice au sein de la Lecce League France. Et au sein de l'équipe Elia, en fait, on est plusieurs mamans allaitantes et on est fan de la Lecce League parce qu'on a eu beaucoup de questions sur notre allaitement et on a trouvé toujours du contenu qualitatif sur cette plateforme-là. Donc, on est ravis que tu sois avec nous ce soir. OK, mais moi aussi. Je vais faire refaire une petite présentation, de toi et puis tu vas me dire, si tu as des trucs à rajouter, puis après on va attaquer doucement, ça te va? OK. Donc tu es animatrice de la Lecce League. Tu en as eu la présidence à un certain moment aussi, je crois. Ça fait plusieurs années que tu en fais partie. Tu Oui. as écrit plusieurs ouvrages sur, la grossesse, l'allaitement, la maternité et le dernier en date est aux éditions Jouvence et s'appelle «L'allaitement de A à Z». Petite précision, non, c'est aux éditions RS.
aux éditions RS. La Donc plupart, l'allaitement effectivement, de mes livres sont aux éditions Jouvence, mais pas celui-là. celui-là, c'est aux éditions RS. Donc l'édition RS, l'allaitement de A à Z. Et donc ça fait de nombreuses années que tu œuvres au sein de la Leche League et c'est pour ça qu'on se fait un plaisir de t'avoir parmi nous pour échanger sur, la puissance de l'entraide de mère à mère. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous et nous expliquer comment est né ton intérêt, pour la grossesse, pour la maternité, pour l'allaitement? Alors, je pense qu'il y a eu 2 choses qui se sont conjuguées. Donc, mon premier enfant est né en 1976, donc voilà, il a eu 45 ans cette année et dans les années 70, j'étais, pas mal dans la mouvance, écolo, retour à la nature et tout ça et bon, l'allaitement, ça allait bien avec ça, quoi et pareil pour l'accouchement, j'avais, à l'époque souhaité, accoucher à la maison, mais j'avais trouvé personne pour m'accompagner. Je connaissais pas les réseaux qui existaient peut-être pas tellement d'ailleurs à cette époque-là et donc j'ai accouché, à la maternité des Lilas et ben, pour moi, ça allait de soi que j'allais allaiter, c'est clair. Il se trouve que que j'avais eu connaissance de l'existence de la Leche League, qui était en France, vraiment embryonnaire à ce moment-là, mais qui existait quand même déjà, par un dépliant que j'avais trouvé sur un stand de porte-bébé au premier salon Marjolaine, donc début 1976 et en fait, pendant mon premier allaitement, j'ai pas du tout, ni éprouvé le besoin ni l'envie de contacter, l'association. Je me suis débrouillée toute seule dans mon coin. C'était facile pour toi? J'ai eu la chance, j'ai eu aucun problème. J'ai eu vraiment aucun problème, alors que bon, quand je revois à nou maintenant des photos de moi en train d'allaiter, la position du bébé au sein était pas du tout, optimale. C'est vraiment, la position où on peut finalement avoir des crevasses, mais moi j'ai rien eu, tout s'est bien passé. Aussi par la suite parce qu'en fait, j'avais vu une fois un médecin, une femme qui avait dit que, ben, il fallait commencer à sevrer quand le bébé commençait à baver un petit peu et en fait, mon bébé a commencé à baver, parce que c'était le signe qu'il allait avoir des dents et qu'il fallait que ce soit arrêté, Donc l'allaitement avec les dents, c'est pas possible, c'est voilà ça? et en fait, mon bébé a commencé à baver quand il avait à peu près 3 mois et bon, franchement, je me voyais pas le sevrer à ce moment-là, donc bon, bah, j'ai continué et puis, il a commencé à manger d'autres choses et puis quand il avait à peu près, 6 mois et demi, un jour, en lui donnant quelque chose à la cuillère, j'ai entendu un gling. En fait, il avait déjà une dent. Donc, bon, voilà, j'avais raté le sevrage avant les dents et ben, je me suis dit: «Ben, voilà, bon, on continue» et j'ai continué effectivement, il a arrêté de téter quand il avait à peu près autour d'1 an et demi. Mais c'est vrai que là, j'étais vraiment très seule dans mon coin à allaiter, ce pour cette durée-là. Et en fait, je suis allée à ma première réunion de la Leche League alors que je n'étais plus allaitante et que je n'étais pas encore enceinte du deuxième et je ne sais plus du tout pourquoi je suis allée à cette réunion. Ça Je sais t'a pas, appelé. je sais pas. Et en fait, donc, ben, quand je suis allée à cette réunion et puis à celles qui ont suivi, parce que du coup, effectivement, j'ai été assez intéressée pour continuer à y aller, je me suis rendu compte que si moi, je n'avais pas eu de problème, ben, il y en avait beaucoup qui en avaient. Et qu'une association pour, justement soutenir et informer les femmes qui allaitaient, bah, c'était pas du luxe. Tout à fait. Et justement, quand on sent vraiment qu'on a besoin d'accompagnement, qu'on maîtrise pas tout, qu'on n'a pas forcément la confiance, que ça se passe que c'est pas facile, Mmh mh. tu conseilles de se tourner vers qui en premier lieu?
Ben bon, je vais prêcher pour ma paroisse, hein. C'est vrai que, Mmh. de mon point de vue, ce sont vraiment les associations de mère à mère. Il n'y a pas que la Leche League, hein, mais les associations de mère à mère qui sont, les plus à même de vous donner des bonnes informations et de vous soutenir. Alors évidemment, hein, dans un monde idéal, on devrait pouvoir aussi compter sur, les professionnels de santé, que ce soit, à la maternité ou par la suite, de retour à la maison. Malheureusement, il y a quand même une grosse majorité de professionnels de santé qui sont pas du tout formés en allaitement. Il y en a qui le sont, hein, mais bon, il faut tomber dessus, hein. Oui, c'est Donc ça la difficulté, c'est de savoir tout le monde nous parle de l'allaitement quand on accouche. oui, oui. Parce que c'est quelque chose, enfin, voilà, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de professionnels de santé qui sont, pro-allaitement, du moins à la Mmh mh. naissance et cetera et pendant les premiers jours de vie. Mais finalement, peu sont formés, donc on va avoir différents sons de cloche. Je parle en connaissance de cause parce que moi, j'ai 2 enfants et le premier j'ai pas réussi du tout à l'allaiter et j'ai eu cette sensation de me dire, «Mais je fais comment?» Il y a une personne qui est pro santé qui pour moi représente vraiment, l'information, qui me dit, qu'il faut faire d'une telle manière et puis, 1/2 heure après quand on est à la maternité, il y a quelqu'un d'autre qui passe et qui me dit: «Ah ben non, 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 faut faire tout à fait différemment». Puis c'était mon premier, j'avais pas confiance en moi, pas confiance en lui encore, Bien j'avais pas encore sûr. créé ce lien-là. Donc effectivement, on peut être perdu. Il y a des professionnels de santé qui sont tout à fait formés et tout à fait, Il y en aptes à a, oui, répondre à oui. toutes nos informations Heureusement, et il y en a, heureusement. mais je veux dire, ils sont quand même en minorité, hein. Ouais. Et quel est le rôle donc de la Leche League? Qu'est-ce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas la Leche League, qu'est-ce que ça va apporter comme information et comme activité, comme action pour, nous aider quand on est en détresse comme ça? Ben, ça va vous donner des informations justement sur, comment faire par rapport à tel ou tel problème. Comment éventuellement éviter d'avoir le problème? C'est encore mieux d'éviter de l'avoir que de D'anticiper. devoir arranger la chose une fois qu'elle est déjà un peu cassée. Et puis du soutien, je pense qu'il y a beaucoup de, comment dire? Il y a beaucoup de questions qu'on se pose, et d'angoisses qu'on peut avoir quand on a un nouveau bébé, surtout la première fois, qui sont dues à, un manque de, oui, de simplement, souvent, quand on a quelqu'un au téléphone ou quelqu'un qui nous envoie un mail, ça arrive que la seule chose qu'on ait besoin de lui dire, c'est: «Mais c'est normal, hein, ce que vous faites, c'est très bien, continuez comme ça et ça va aller». Parce que bon, on peut avoir dans l'idée qu'effectivement, si le bébé, demande à téter, 1 heure après, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est que j'ai pas assez Le de lait n'est lait, pas c'est que mon bon. lait est pas assez riche, enfin et cetera, oui. Donc il y a énormément de choses qui traînent dans la tête des nouveaux parents et qui sont parfois aussi relayées par l'entourage, hein, qui font qu'on voit des problèmes là où en fait il y en a pas. Effectivement, tu disais tout à l'heure, il y a plusieurs associations, de mère à mère et au sein de la Leche League, si je ne me trompe pas, vous êtes, toutes formées à l'allaitement? Ouais. Il On y a a des tout conseillères à allaité l'allaitement? déjà et puis on s'est formé parce que voilà, heureusement on n'a pas rencontré nous-mêmes tous les problèmes qu'on peut rencontrer en allaitant. Donc on va être formé effectivement à reconnaître et à donner des pistes de solutions, dans tel et tel cas, quoi. Vous faites aussi pas mal de recherches et d'études, enfin, vous vous renseignez beaucoup sur les études en cours et à Alors travers on le fait monde? pas nous-mêmes les études, mais effectivement on a une veille documentaire qui nous permet voilà, de diffuser, de faire connaître, pas mal d'études. Ouais, je sais qu'on en met beaucoup sur notre site. Si vous allez sur le site, vous verrez, sur la page d'accueil, il y a une page qui s'appelle, «L'allaitement, c'est bon pour», je crois, quelque chose comme ça, où on met les dernières études, sur le sujet. Alors ça peut être sur, l'impact pour la santé de l'enfant, ça peut être l'impact pour la santé de la mère, ça peut être pour plein d'autres choses, mais effectivement, dès qu'on a connaissance d'une nouvelle étude, on essaie de la faire partager, oui. Mais c'est pas nous qui faisons les études.
Mais vous les partagez bien et en tout cas, elles Voilà. sont très utiles quand on a des questions. On peut passer toute la nuit des fois à chercher des choses, sur le Ah oui, site oui, là, Lecce. il est tellement riche des fois, je trouve qu'il est même des fois trop riche parce que des fois on peut s'y noyer un petit peu, mais c'est rare qu'on ne trouve pas une réponse à sa question, même sur le site, même sans avoir besoin de téléphoner ou d'écrire. Je connais pas mal de femmes qui disent que voilà, elles ont réussi à allaiter parce que ben, chaque fois qu'elles se posaient une question, elles allaient sur le site et elles trouvaient la réponse. En quoi tu penses que justement, ce soutien de mère à mère peut être encore plus fort, que le fait d'aller voir un professionnel de santé ou une conseillère en lactation, qui n'aurait peut-être enfin qui n'aurait peut-être pas vécu l'allaitement elle-même? Bon, ouais, ouais. Bah, justement, parce qu'en fait, d'ailleurs, il y a eu pas mal d'études là-dessus, notamment des études faites par l'OMS, qui concluaient qu'effectivement le meilleur soutien et la meilleure chance de réussite de l'allaitement, c'était, par le soutien de mère à mère. Parce qu'effectivement, je veux dire, il y a des choses, depuis le début, hein, la Leche League et maintenant les autres associations un peu sur le même type qui existent, se sont fondées sur l'expérience des mères, en fait. La Leche League a ce qu'on appelle les 10 concepts. Bon, ça fait un petit peu truc un peu simplificateur, mais bon, on a 10 phrases, disons, qui portent soit sur la naissance, soit sur effectivement le début de l'allaitement, sur le soutien des pères, etc. Et en fait, elles ne sont pas venues comme ça, elles ne sont pas sorties de la tête des personnes qui ont créé la Leche League au départ. Elles se sont basées sur vraiment leur expérience. Et en fait, je sais par exemple que la Leche League a souvent une réputation d'extrémisme, etc., à cause de choses qui, à mon avis, viennent d'il y a longtemps. Parce que je veux dire, la Leche League existe maintenant depuis 65 ans au niveau mondial. Et Oui, puis il y a eu une période, par rapport à en 65 ans, il y a eu des moments où, l'allaitement, c'était pas forcément mis en avant dans la maternité, on était plus d'accord, pour le d'une biberon, part, voilà. Et puis bon, dire, parce que bon, dans les concepts en question, il y a par exemple le fait que la diversification alimentaire se produit autour du milieu de la première année. Bon, dire ça maintenant, c'est ce que dit l'OMS, c'est ce que disent les autorités sanitaires de presque tous les pays maintenant. Mais dire ça au début des années 60, c'était un peu foufou. C'était une époque où on donnait de la viande à 3 semaines. Je veux dire, la diversification alimentaire vers 6 mois, c'était mais vraiment n'importe quoi, hein. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça qui, je pense, ont créé cette idée que la Leche League, c'était des folles furieuses qui disaient n'importe quoi. Et maintenant, bon, ben, ce qu'on disait il y a 60 ans, c'est ce que disent maintenant l'OMS ou la Haute Autorité de Santé en France ou le PNNS. Mais du coup, ben, cette réputation un peu d'extrémisme est restée quand même. Est-ce que vous savez à peu près il y a combien de femmes qui vous suivent, au quotidien ou par mois et qui ont des questions? Alors, si je vois les chiffres, par exemple, du site, il y a à peu près 15 000 visites quotidiennes. Donc il y a pas mal de demandes. Ben oui, oui, oui. Et puis, si je prends le chiffre de membres du groupe Facebook, je crois qu'on en est à plus de 60 000. Donc, Quel serait toi par rapport à toutes les études que tu as lues et cetera, pour une maman qui n'a pas encore essayé l'allaitement, qui se pose la question: «Est-ce qu'elle va y aller? Est-ce qu'elle va pas y aller? Est-ce qu'elle va essayer ou pas?» Quels seraient les conseils que tu lui donnerais pour une maman qui a envie d'essayer, qui n'est pas sûre de le faire, mais qui a envie d'essayer?
Ben, je ne sais pas trop parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui la ferait pencher d'un côté ou de l'autre. Il y en a pour lesquels ça va être effectivement des études sur, les bienfaits pour la santé, mais d'autres, ça va pas être ça. D'autres, ça va être, le fait que ça crée une relation, très très intime entre la mère et le bébé. Donc je sais pas. Je pense que, quelqu'un qui me poserait la question, je lui dirais: «Ben, vous avez qu'à essayer puis vous verrez bien». C'est plus facile d'arrêter d'allaiter alors qu'on a commencé que de revenir en arrière si on n'a pas commencé. Même si c'est possible, mais bon, c'est quand même plus difficile. On peut, commencer un allaitement, un peu tardif? Oui, 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 il y a des femmes qui ont alors je donne toujours comme exemple, pour dire que vraiment tout est possible, même si c'est du travail, hein, c'est pas facile dans ce cas-là, mais des femmes qui ont allaité des bébés qu'elles avaient adoptés sans avoir jamais été enceintes. Donc je trouve que quand on sait ça, on se dit qu'effectivement presque tout est possible. Donc effectivement, il y a des femmes qui, par exemple, ont commencé d'allaiter et puis, pour une raison ou pour une autre, ont arrêté parce qu'elles avaient des crevasses, parce que le bébé prenait pas assez de poids. Enfin, des fois, elles arrêtent très rapidement, hein. Des fois, elles sortent de la maternité, elles allaitent déjà plus et puis bon, 1 mois ou 2 après, on a un numéro, on a une revue qui s'appelle «Allaiter aujourd'hui», qui est un trimestriel avec, un thème différent pour chaque numéro. Et on en a fait un sur quand on ne voulait pas allaiter et qu'on l'a fait. Donc en fait, on a eu des témoignages parce que bon, ces numéros, c'est beaucoup des témoignages, hein, qui nous écrivent sur, le thème en question. Je me souviens d'une femme qui, je pense effectivement, elle avait dû allaiter un jour ou 2 et puis, ben, à 2 mois, elle s'est rendue compte qu'elle avait toujours du lait, en fait. Si elle pressait un peu, elle en avait et bah, finalement, elle a reproposé le sein au bébé qui l'a pris, qui était au bout pour le prendre alors qu'il ne devait plus y avoir grand chose et je me souviens d'une autre, c'est pas parce qu'elle a vu qu'elle avait encore du lait, c'est parce que le bébé, un beau jour, elle le prenait, voilà, un peu en peau à peau et puis le bébé, bah, s'est mis à téter quoi, s'est mis à prendre le sein alors que, je sais pas, il avait 1 mois, 2 mois, je sais plus exactement, il faudrait que je retrouve, ce témoignage-là, mais c'était vraiment très intéressant, en fait. Il y a Héloïse qui nous dit: «Tout est possible, y compris l'allaitement par un homme». Ah oui, oui, éventuellement, il y a des cas, effectivement, avec alors soit quand même, comment dire? Un peu un dérèglement hormonal ou alors des fois, la prise de certains médicaments qui peuvent, provoquer une lactation chez les hommes et puis bon, vous avez aussi les cas d'hommes, trans qui éventuellement, n'ont pas été absolument au bout de la transition et des fois ont été enceintes et ont accouché et éventuellement ont allaité un peu. Il y en a. C'est bon, c'est pas beaucoup, hein, mais et puis, aussi des femmes trans, c'est-à-dire, des hommes en transition vers femmes qui ont réussi à allaiter. Donc, effectivement, presque tout est possible. Ouais, ouais, ouais. Il y a encore, elle pensait au père Aka et à la possible stimulation. La quoi? J'ai pas compris. Je pensais au père Aka, nous dit Héloïse, et à la possible stimulation. Des Tu pères à Cannes? C'est peux quoi? nous préciser, Héloïse, si tu veux, des glandes, des la stimulation des glandes mammaires? Mais c'est ce que tu disais tout à fait. Claude, non, Oui, oh, oui, oui. mais Alors bon, pour ça s'appelle, la lactation induite, hein, quand, par exemple, on souhaite allaiter un bébé qu'on a adopté. Donc il y a des protocoles, pour ça avec, prise, de la pilule, puis arrêt de la pilule et tout.
Mais il y en a qui ont réussi simplement en tirant leur lait. Enfin, au début, elles n'avaient rien, et puis petit à petit, effectivement, le fait de stimuler les seins finit par faire venir du lait. Mm. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, si vous avez des questions sur l'allaitement, si vous avez des témoignages sur l'allaitement, si vous avez déjà allaité, est-ce que vous êtes allaitante ou est-ce que vous souhaitez allaiter? Quelles sont vos questions? On est là pour y répondre, tous ensemble, pour partager nos expériences aussi. Donc, n'hésitez pas à nous partager tout ça, tous vos retours. Si, il y a beaucoup de questions souvent autour des crevasses et Mhm. de comment on fait quand on a des crevasses. Il y a des crèmes qui existent, il y a les coquillages qui existent. Quels sont tes conseils par rapport à ça? Alors, comme je disais tout à l'heure, encore mieux que de résoudre des problèmes, le mieux, c'est encore de les éviter. Donc, le mieux, c'est de savoir quoi faire pour ne pas avoir de crevasses, hein. Et en fait, bon, dans les premiers temps, les crevasses sont pratiquement à 100 dues au fait que le bébé n'a pas bien le sein en bouche. Soit qu'il pince le mamelon au lieu d'avoir, un bon bout d'aréole dans la bouche, soit qu'il place pas bien sa langue, au lieu qu'elle soit sous le sein, elle est au bout du mamelon et elle frotte sur le mamelon. Enfin bon, il y a c'est pratiquement toujours parce que le bébé ne prend pas le sein bien en bouche. Alors pourquoi il ne prend pas le sein bien en bouche? Il peut y avoir, plusieurs raisons, mais une des principales raisons, c'est parce que, sa position ne lui permet pas finalement de bien prendre le sein en bouche. Un bébé qui est par exemple, posé sur un coussin d'allaitement et la mère va se pencher sur le coussin pour donner le sein au bébé. Le bébé, il va être un peu suspendu au sein et il va pas avoir bien le sein en bouche, c'est presque sûr. Euh, Après, je veux dire, la meilleure position finalement, c'est la position que la sage-femme Suzanne Colson appelle l'allaitement instinctif, qui, qui reproduit finalement ce qui se passe au début juste après la naissance, hein, quand on met le bébé en peau à peau sur le corps de la mère et qu'il va prendre le sein pour la première fois. Donc on est un peu comme ça, On est un peu à moitié entre incliné en assis arrière, voilà, et couché, quoi. On est voilà, un peu avachi, en fait. avachi, voilà. Pas couché, mais avachi, ouais, c'est un bon, on va appeler ça, C'est pas voilà, le plus l'allaitement évident, mais avachi. Et en plus du fait que le bébé va pouvoir prendre le sein correctement, en plus, c'est très confortable pour la mère. Je dirais, elle a aucune tension musculaire, contrairement aux positions assises où elle est obligée quand même de un peu crisper un petit peu ses muscles. oui, on est plus tendu dans les épaules. Si Voilà, on allaite comme ça, on voilà. a tendance à se réduire le On se cou et retrouve avec un mal de dos et des choses comme ça. Oui, oui. Donc, l'allaitement avachi, effectivement, et le bébé posé sur la mère, plus ou moins vertical, enfin, c'est pas obligé, qu'il peut être un peu en diagonale et tout, mais en tous les cas, il est vraiment à plat ventre, disons, sur le corps de la mère. Et donc, il va avoir le sein, sa tête un petit peu au-dessus du sein, et il va prendre vraiment par en dessous. L'idée, c'est vraiment que le bébé prenne le sein par en dessous et referme sa bouche par-dessus. Et dans ce cas-là, il y a de très fortes chances qu'il le prenne bien et que ça ne crée pas de douleur et parce que encore moins de finalement, comme crevasse. c'est lui qui est sur le dessus, c'est un peu lui qui décide. Ouais, Enfin, qui décide. C'est lui qui se positionne, que quand on est comme ça, on le bloque, en fait et donc ouais, il se ouais, met ouais, comme il peut. ouais, On ouais. a une question C'est comme de si vous étiez allongé et qu'on vous fasse boire. Enfin, ça ne sera pas très confortable, hein. mmh, c'est vrai. On a une question de Elsa qui nous dit, comment s'utilisent les coquillages? Bah, les coquillages sont effectivement à mettre sur le mamelon dans le soutien-gorge.
Et l'idée, effectivement, c'est de, comment dire? En général, il va y avoir un peu de lait qui va sortir et qui va stagner dans le coquillage. Et du coup, l'idée, c'est effectivement d'empêcher enfin, que les seins, enfin, que les mamelons soient d'une part comprimés directement par le soutien-gorge et éventuellement que le lait qu'il va y avoir dedans ait un effet préventif ou curatif et tout. C'est comme nous dit Juliette qui a eu des crevasses Oui, ou les tiraillements du mamelon et qui allaite son bébé actuellement et sur les premiers jours, elle a mis de la crème, mais ce qui a le plus marché de ce que je comprends, c'est son lait qu'elle a mis au bout de ses seins et ça a bien ouais, très, très bien fonctionné pour elle. ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai fait un truc, j'ai envie de poser la question. Pour les crevasses, j'ai mis mon lait et on m'a Mmh. conseillé de mettre du Smecta avec et donc je saupoudrais mes seins de Smecta et personnellement, Ah, ça a j'ai très, pas très bien entendu marché. parler de ça. C'était magique au cas où, si quelqu'un pour le lait, ça Après fonctionne. après, je suis pas sûre que du coup, il faut peut-être nettoyer avant de redonner le Oui, sein. oui, tout à fait. Dès que je Voilà, lui donnais le sien, j'ai enlevé le Smecta, mais en tout cas, ouais, quand il pétait pas, je le fait de saupoudrer de Smecta, je sais pas pourquoi le Smecta, ça agit comme ça. Ça m'a quand j'avais des très, très grosses crevasses, le lendemain, j'avais plus rien. C'était magique. c'est quelqu'un qui vous avait, À la conseillé maternité, ça? c'est une sage-femme conseillère en lactation qui m'a recommandé ça. D'accord, bah, écoutez, je vais investiguer là-dessus. Alors, de en règle générale quand même, c'est pas plus mal de si on met quelque chose sur la crevasse, de pas avoir besoin de l'enlever, avant la tétée suivante parce que des fois ça fait mal et je veux Et oui, dire, oui, oui. hein. Bon, mais bon, je vais investiguer. Oui, voilà, je lance, une enquête sur le sujet. OK. Il y a Elsa qui nous dit: est-ce que tu as une marque de coquillage à lui recommander?» Ah non, pas du tout. D'ailleurs, je suis pas, une fan des coquillages, hein, donc et je pense que non, je sais pas s'il y en a une qui est meilleure que l'autre, j'en sais rien. Pour toi, ton meilleur conseil, finalement, c'est de laisser ses seins un peu à l'air libre pour que ça Ouais, s'aère et de mettre du lait si ouais, effectivement on sent qu'on est plus ou moins ouais, sensible. ouais et surtout, voilà, s'assurer que la prise du sein par le bébé est bonne. Ouais, donc déjà de bien réfléchir à la prévention, de Ouais, savoir quelle position choisir, même si ouais, c'est pas exactement il est pas exactement ventre à ventre, tout à fait droit. Non, mais qu'il soit en position de contrôle par rapport au sein qu'il prend. tout à fait. Il y a un témoignage d'Héloïse qui nous dit, «Une fois que la machine est en route, l'allaitement reste possible malgré les interruptions». Ça, c'est un super conseil effectivement, des fois on se dit quand on s'arrête, ben, on peut plus recommencer quoi. Suite à un accident de la mâchoire, mon enfant de 2 ans et demi a dû arrêter de téter. Il a pu reprendre après 8 jours d'arrêt complet et j'ai tout de même vécu un engorgement, mais n'étant pas prête à un sevrage brutal, quel bonheur que l'aventure reprenne. Eh ben, bravo Héloïse et bravo à ton petit bout qui a su reprendre aussi. Oui, c'est sûr que de toute façon à cet âge-là, il peut y avoir, des arrêts Des coupures. d'allaitement, plus ou moins longs, puis, enfin l'enfant en général reprend le sein, vous avez toujours les cas, bon, de femmes par exemple qui sont hôtesses de l'air sur des longs courriers et qui vont être absentes 2 3 jours et voilà. Mais effectivement, dans ce cas-là, c'est peut-être, pour éviter l'engorgement, je ne sais pas, si la personne qui a mis son témoignage, Oui, elle disait Héloïse, qu'elle avait l'a vécu fait un ou pas. engorgement. C'est conseillé effectivement de tirer quand même un peu son lait pour éviter les engorgements dans ce cas-là. Vous avez aussi le cas de quand, les parents sont séparés et que l'enfant, va, le week-end chez le papa, par exemple, qu'il est encore allaité, bon, bah, c'est pareil, il va pas téter pendant 2 jours et puis il va reprendre quand il va retrouver la mère, hein. Donc le conseil, c'est de tirer son lait. Est-ce que c'est de tirer son lait, Alors voilà, ça manuellement ça dépend. ou Oui, alors oui, je veux dire, si on sait le faire manuellement, c'est sûrement ce qu'il y a de plus facile et de plus confortable et qui demande le moins de matériel évidemment et
Et il y a des femmes qui se débrouillent très, très bien en tirant à la main, effectivement. Après, on peut avoir un petit tirelet. Tout dépend effectivement si on tire juste pour avoir un peu de 1 ou 2 flacons de lait au réfrigérateur ou au congélateur, ou si c'est vraiment régulier, ou si c'est parce qu'on tire parce qu'on a un bébé prématuré qui ne tète pas encore au sein. Enfin bon, il y a tous les cas de figure, hein. Il y a Héloïse qui nous dit qu'elle a eu donc elle a eu la chance de vivre 3 allaitements et que pour son troisième allaitement, son bébé semblait avoir un frein de langue. Car fréquemment, il y avait des douleurs lors des tétées et à certaines périodes, c'était même insupportable. Il s'est quand même développé sans problème 3 ans dans 1 mois et là, eh ben, bravo, c'est bientôt son D'accord. anniversaire. Qu'est-ce que tu penses donc, des cas de frein de langue? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Quel est ton point de vue sur ça? Alors, je suis, toujours un peu perplexe parce que c'est vrai que il y a 10 ans, personne ne parlait de frein de Mmh. langue et maintenant, on en parle tout le Tout le temps. temps. Voilà. On dirait qu'un bébé sur 2, il a un Donc frein de langue. Mais c'est voilà, donc je pense qu'il y a vraiment, quand même un surdiagnostic, au niveau des freins de langue, et qu'on coupe, souvent, enfin, je ne sais pas dans quelle proportion, c'est difficile à dire, mais je pense qu'il y a des fois où on coupe alors que ce n'était pas nécessaire. Avec parfois quand même des conséquences, hein. Moi, j'ai entendu parler de bébés qui n'ont jamais plus voulu téter après avoir eu le frein de langue coupé parce que c'est quand même un peu traumatisant, surtout, quand on vous dit que pendant, 8 jours, il va falloir, étirer la plaie pour que ça se recolle pas ou tout ça. Ouh là là, enfin moi je j'aurais jamais pu faire ça à un de mes bébés. Donc je sais pas. Je pense qu'il y a effectivement des cas évidents où, le frein restrictif, empêche vraiment, le bébé de téter correctement et donc dans ce cas-là, ben oui, il faut le faire. Mais, apparemment, bah, toujours Héloïse, heu, si j'ai bien compris, le frein n'a pas été coupé et pourtant, voilà, il s'est développé sans problème, bon, il y a eu ces douleurs au début, mais voilà, il y a aussi des façons de donner le sein, quand il y a un frein un peu restrictif qui et font que donc comment on peut faire quand il y a un frein un peu restrictif, si on veut pas couper le frein et alors réussir quand même un allaitement? alors je sais que, il y a une position qui s'appelle la position concorde, comme l'avion, parce qu'en fait, on met un peu le sein dans la forme du bec du concorde. Si vous allez sur le site de la vous mettez concorde, avec un E, hein, dans le moteur de recherche et vous tomberez sur cette page-là qui indique, effectivement une façon de donner le sein qui peut, aider, en cas de frein. Après, je pense que ce qu'il faudrait, c'est effectivement, si on a un doute, voir quelqu'un qui est vraiment, spécialisé dans les freins et qui saura reconnaître si vraiment, ce C'est frein-là, indispensable ou pose non? problème, pour l'allaitement ou pour la suite, hein. Parce que je veux dire, un frein restrictif, ça peut poser problème pour d'autres choses, du genre, le langage, enfin bon, et cetera. Il y a Juliette qui nous demande: «Est-ce qu'un coussin d'allaitement est recommandé?» Alors, comme j'ai dit, hein, je veux dire, je pense que le coussin d'allaitement, ça peut être, bien, mais ça peut être aussi une source de problème. Quand effectivement on pose le coussin sur ses cuisses et qu'on pose le bébé dessus et ce que je disais tout à l'heure et qu'on se penche sur le bébé pour lui donner le sein, là, ça risque d'être dans une mauvaise position, une mauvaise prise du sein. En plus, des fois je vois des femmes qui deviennent dépendantes du coussin, c'est-à-dire elles peuvent plus allaiter autrement qu'avec ce Et bah, coussin. elles veulent plus sortir parce qu'avec le coussin, bah, c'est pas forcément pratique de Bah, sortir, non, je veux dire, si on est dans le métro, on va pas se transporter avec son coussin,
Alors que Et dans il la y a la question position, aussi par rapport au sport, enfin, l'allaitement est vraiment recommandé, qui nous dit Juliette, mais cela fait oui, travailler des zones du dos. Sans faire d'exercice, est-ce que ça peut nous créer des tensions corporelles? Effectivement, c'est une question de position, comme disait ben Claude tout oui, à l'heure. Quand bien on est à sûr, la machine, on ne peut pas travailler cette zone du dos, elle est tout à fait souple. On peut aussi voilà. allaiter la Elle est nuit, enfin complètement décontractée, il y a pas de contraction musculaire et tout ça, donc dans ce cas-là et puis bon, cette position-là, on peut l'avoir, n'importe où, hein. On peut l'avoir dans son lit, on peut l'avoir sur un fauteuil, on peut l'avoir sur un canapé, on peut l'avoir sur une chaise. Il suffit d'avancer un petit peu, les fesses, vers le bord de la chaise et on peut être, avachi sur une chaise aussi, hein, et donc dans le métro aussi. tout à fait. Donc oui, c'est toujours bien de faire, je pense, de l'exercice, pour se retrouver un peu, dans son corps, parce qu'on a encore des Bien hormones sûr, quand on allait qui fait mais qu'on a c'est besoin pas de la se peine retrouver un peu de tonus. de se créer des Mais tensions musculaires quand on allait. si on a la bonne position, normalement, ça fait pas mal au dos. Non, 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 non. Donc c'est aussi de la prévention. Tu disais tout à l'heure et c'est la Oui, prévention des crevasses, ben là, c'est pareil. Si tu te trouves la bonne position qui te convient à toi, là où tu es confortable et que tu ressens que tes muscles, ils sont apaisés, tu tout à vas pas fait. avoir mal au dos. Je pourrais peut-être le mettre, j'ai fait une interview de Suzanne Colson, la sage-femme, anglaise qui a mis au point ce qu'elle appelle maintenant l'allaitement instinctif, hein, en anglais, elle appelle ça le biological nurturing et il est sur mon site. Je vais peut-être, ouais, je le cherche et puis je le mets dans le chat. Oui, 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 avec D'accord. plaisir. Alors, Il y voyons a voir. Héloïse qui nous dit: «L'allaitement, c'est la liberté», mais tout à Ah fait. ça, c'est clair. Moi, j'allaite encore, mon fils, il a 16 mois et donc j'allaite la nuit, j'allaite la journée, j'allaite, partout, hein, quand je vais au restaurant, partout, j'allaite partout et des fois, j'allaite, allongée, des fois j'allaite, à partir du moment où je suis confortable. Alors effectivement, c'est pas des Ouais. fois, on peut avoir un peu honte par rapport au regard des autres et cetera donc c'est un coup à prendre mais à partir du moment où on le C'est un prend, on coup se à dit que c'est prendre tellement et voilà, je l'ai mis, hein, le lien. C'est un coup à merci. prendre et je pense que ce qui est bien, c'est de «s'exercer» entre guillemets quand on est chez soi devant un miroir et de voir que finalement, à condition d'être, habillé, comme il faut, heu, on peut ne rien voir du tout. Alors, Ah oui! oui, avec un bambin, peut-être c'est plus difficile parce qu'il a tendance à déshabiller, la mère, mais avec un bébé, si on a et même sans habit spécial, hein, Non, moi si j'ai on a quasi pas un haut et de pull un haut et un d'allaitement. bas séparés et qu'on soulève un peu le haut, le bébé cache, voilà, on voit rien, on voit rien. Donc c'est bien de le faire devant un miroir chez soi, se rendre compte de ça et que voilà, on va pas, s'exhiber, dehors, et s'attirer des remarques. Alors je sais que bon, de temps en temps, on entend parler de femmes qui se sont attirées des remarques plus ou moins agréables, surtout désagréables. Mais finalement, comme je dis, c'est finalement très rare. Ça, chaque fois maintenant qu'il y a un incident comme ça fait le buzz sur internet, sur les réseaux sociaux et tout. Donc, on peut avoir l'impression que c'est fréquent, mais en fait, non, c'est quand même très rare. Les remarques désagréables, les critiques, elles viennent beaucoup plus souvent de proches que de l'inconnu dans la rue, hein. C'est vrai. Ma mère me dit tous les jours, «C'est quand que c'est fini Que tu l'allaitement?» arrêtes. et Oui, oui, d'ailleurs bien sûr, on peut marcher si le bébé est en porte-bébé, oui, on il y en a peut qui allaitent allaiter en dans le marchant, c'est vrai. porte-bébé, bien sûr, hein. Moi, Tant je suis qu'on est allée à au l'aise cinéma avec mes bébés. tant qu'on est à l'aise, on peut allaiter partout. Mais effectivement, pour être à l'aise, il faut s'exercer, il faut tester des trucs, il faut se donner la confiance, quoi et se dire que c'est possible. Et Pour le parfois sevrage, obligé d'avoir, une cape, moi j'appelle ça des bavoirs d'allaitement, vous savez, les trucs, les qu'on est grands censé langes, mettre, parce que je trouve, bon, c'est affreux en général et en plus, c'est comme s'il y avait une pancarte dessus disant: «Là-dessous, il y a un bébé qui tète», hein. C'est, pour attirer l'attention. Si on veut pas l'attirer, ça c'est réussi. mais c'est vrai que souvent au début, pour se donner un peu confiance, on fait quand même ça.
au tout début, les premières tétées, quand on n'est pas trop à Oui, l'aise et cetera. Ça nous rassure à nous en tant que maman oui, de faire mais ça. encore une fois, essayez de le faire devant votre, miroir et vous verrez. C'est vrai. On se rend compte qu'on voit rien du tout. Non. Il est bientôt l'heure de se quitter. N'hésitez pas si vous avez des questions, à poser, avant de quitter Claude et sinon vous pouvez la retrouver évidemment sur la Lecce League. Elle se fera Ouais, un plaisir, de répondre à toutes vos questions. absolument. Vous pouvez me mettre, je vais mettre mon mail comme ça, vous pouvez aussi m'écrire Oh si vous super, voulez, hein. c'est gentil. Est-ce qu'il y a une limite d'âge recommandée pour arrêter l'allaitement? Et les recommandations de l'OMS, c'est donc 6 mois d'allaitement exclusif, poursuite de l'allaitement avec des aliments de complément de bonne qualité jusqu'à 2 ans ou plus. Donc, hein, Donc on peut aller jusqu'à 18 ans, ça va. voilà. Le et plus, heu, alors je vérifie que c'est bien ça. Voilà. claude.didierjean-jouveau@wanadoo.fr. Merci De toute beaucoup. façon, vous pouvez aussi, si vous allez sur mon site, vous pouvez m'envoyer un message par le site, donc ça revient au même. OK. Super. Merci à toutes, parce que je crois qu'il y avait que des filles ce soir, pour cette Ah oui, participation. c'est souvent le Souvent, cas, c'est le hein. cas, mais on a quand même un peu parlé des hommes, hein. On Oui, leur a oui, laissé oui. la place et je vous souhaite à tous une belle soirée. Pour ceux qui sont présents pour les lives, on se retrouve, dans un peu moins de 15 minutes pour un live sur Instagram autour de la naturopathie avec Anne-Cécile de Holy Food and Chill. Merci à toi Claude, à très bientôt. Merci à vous et puis Je te bonne souhaite une soirée à tous. bonne soirée. Au Au revoir. revoir.